Voilà, je vais pouvoir commencer. Alors, je vais repartir de ce qu'a dit l'un des intervenants précédents en évoquant la mémoire de Yves Martin, que j'ai connu, et qui avait fait ce merveilleux gros rapport sur les eaux souterraines. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours un problème avec les grands ingénieurs des corps, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait la même compréhension exactement de ce que c'est que l'eau comme bien commun. Et notamment, on n'était pas tout à fait d'accord sur l'avenir des agences de l'eau lorsqu'il y a eu les grandes controverses à l'époque où Mme Voynet était ministre de l'Environnement et où il était question de fusionner les redevances des agences de l'eau dans la fameuse TGAP, qui heureusement n'a pas eu lieu. Alors justement, il faut que je vous parle d'abord de l'eau comme bien commun. C'est comme ça, voilà. Ça, c'est le truc basique qu'on apprend en économie institutionnelle et qui nous vient effectivement de deux courants de recherche économique aux États-Unis, celle qui travaille sur les services publics, hein, au départ, et celle qui travaille sur les ressources en eau. Alors, voilà, Richard Musgrave était un Allemand juif qui a fui le nazisme et qui a réussi donc à quitter, qui est devenu le grand spécialiste des services publics aux États-Unis, et notamment qui essayait de résoudre le problème de qu'est-ce qui se passe quand les gens ne veulent pas payer le coût complet du service qu'on leur rend. Et il a inventé la notion de merit goods en disant, mais dans ce cas-là, il faut baisser le prix pour qu'ils puissent s'y retrouver. Ça ouvre à tout ce qui est les questions de tarification sociale. Et puis, de l'autre côté, on avait alors quelqu'un un autre Allemand qui s'appelle Sirja Wontrub, qui était le prof de Elinor Ostrom. Et Elinor Ostrom, c'est celle qui a finalement théorisé la gestion de l'eau en commun. Alors, en gros, voilà, quand on parle de Musgrave, c'était le premier qui a fait cette décomposition en 4 boîtes. On oppose, est-ce qu'il y a rivalité pour l'usage de la ressource ou pas? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a possibilité d'exclusion ou pas? Si c'est oui, on a un bien de marché. Une ressource est appropriée et elle est vendable. Donc, il y a exclusion de fait et, rivalité pour l'avoir. À l'inverse, s'il n'y a ni l'un ni l'autre, on a un bien public pur. Alors nous, on donne souvent comme exemple le phare au bord de la mer. Le phare, il est là pour éclairer tous les bateaux la nuit. S'il arrive un bateau de plus, ça ne diminue pas la luminosité du phare pour les autres. Et on ne peut pas empêcher un bateau de voir le phare. Par contre, vous remplacez le phare par un système de longueur d'onde codé. Si vous n'avez pas le code, vous pouvez vous planter sur les rochers. Et le code, on va vous le vendre. Et là, donc, on vous fait rentrer dans un club qui est donc qui va faire du phare un bien de club. Voilà. Donc, j'y arrive du coup, puisque les 2 boîtes qui restent, c'est ce qu'on appelle les biens publics impurs. Et il y en a 2 sortes. Il y a ceux où il y a exclusion possible, mais pas de rivalité. C'est notamment le cas du service public de l'eau potable lorsqu'il est bien dimensionné. Vous prenez votre douche le matin, votre voisin prend sa douche, vous ne vous gênez pas, vous n'êtes pas en situation de rivalité, parce que le service est bien dimensionné. On dit aussi bien à péage, parce que c'est normalement le cas d'une autoroute. S'il n'est pas saturé, ben, tout le monde paie son péage parce qu'il faut contribuer à l'entretien de l'autoroute. C'est cette partie des biens économiques. Alors évidemment, il peut y avoir des pays où on décide que l'autoroute sera un bien public pur, et donc il est pris en charge par l'État et il est payé par des impôts dans ce cas-là, financé par d'autres ressources, n'est-ce pas? Bon, mais c'est très important de noter que nos services publics dans les pays occidentaux sont des biens de club parce que, qu'ils soient gérés directement par la collectivité ou par une entreprise déléguée ou même une entreprise totalement privée comme en Angleterre, là, vous payez une facture. Vous payez une facture d'eau. Alors, ce n'est pas tout à fait fort en Angleterre parce qu'il y a encore 40% des gens qui ne payent pas de facture d'eau. C'est-à-dire qu'ils reçoivent une eau et ils payent des impôts locaux sans lien avec leur consommation d'eau. Bon. Mais alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la 4e boîte. C'est ce qu'on appelle les ressources en bien commun, les Common Pool Resources, qui sont le cas où, pour toutes sortes de problèmes,
une rivalité apparaît entre des usagers d'une ressource, alors qu'on ne peut pas résoudre le problème de la rivalité par l'exclusion. On ne peut pas exclure. Tout le monde doit rester. Et c'est évidemment le cas, pour vous qui travaillez sur les eaux souterraines, des eaux souterraines, parce qu'il est extrêmement difficile d'identifier tous les ayants droit. On ne peut pas mettre un flic derrière chaque paysan qui pompe dans les eaux souterraines. Et par conséquent, dans ce cas-là, la théorie économique a fini par aboutir, grâce à des gens comme Ostrom, à dire la seule solution, c'est quand même de réunir les gens autour d'une table et qu'ils renoncent volontairement ou qu'ils s'autocontraignent à un partage équitable entre eux. N'est-ce pas ? Et donc, cette solution-là, dit Ostrom, sera supérieure à l'intervention arbitraire de l'État qui partagerait la ressource arbitrairement, en disant à tel paysan, je ferme ton puits, et à l'autre, je te le laisse. Et ce sera également supérieur à la solution par le marché, hein, en disant, on va, comme on l'a fait au Chili d'ailleurs, il y a au moment de la dictature de Pinochet. Alors, je traduis en français. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que dans l'histoire, la gestion en commun, elle existe depuis la plus haute antiquité, notamment dans tout ce qui est la gestion tribale, soit du drainage, de l'irrigation, etc., dans les villages autrefois, au Moyen-Âge, ça existait. Par contre, le service public que nous connaissons, qui est fondé sur des règles de liberté et d'égalité, ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça bien de club. Les clubs ont été inventés au XVIIIe siècle par les Anglais, suivis assez vite par les Français, les Américains, les États-Unis. Hein. Et les clubs, c'est des réunions de gens qui sont à la fois libres et égaux. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer au club. Et si vous adhérez au club, il faut payer votre cotisation comme les autres. Et en général, d'ailleurs, les clubs sont fondés sur une certaine idée d'égalité. Voilà. Donc, liberté, égalité, alors que dans les biens communs, on est dans un régime de contrainte acceptée, c'est-à-dire autocontrainte, et, si possible, une certaine équité. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont dit, oui, mais dans les communautés d'irrigants en Espagne, il y a toujours quelques grands latifondières qui ont presque tous les droits, et les autres, finalement, ils signent là parce qu'ils n'ont pas la possibilité de contester. Ça, ce n'est pas vraiment la gestion en commun telle que préconisée par Ostrom, mais c'est comme ça. Malheureusement, il y a une discussion, du coup, en permanence, entre comment on combine éventuellement les avantages, les mérites de la démocratie représentative que les Français ont réinventé en 1789, et la démocratie participative, où ce sont des usagers en tant que tels qui sont représentés et pas des citoyens. Alors je passe maintenant à un autre sujet, parce que je vais revenir à la notion de bien commun, mais pour préciser les choses, il faut expliquer quelle est la question qui se pose avec l'article 9 de la directive cadre sur l'eau. Vous voyez la phrase, elle est écrite en haut, y compris les coûts environnementaux et les coûts de la ressource. Ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle souvent des coûts externes. C'est-à-dire, vous avez une activité, et de cette activité par rapport à l'économie de marché, mais il y a des choses qui ne sont pas prises en compte et qui ont des impacts, qui entraînent des coûts sociaux. Ces coûts sociaux, environnementaux et coûts de la ressource. Alors, d'ailleurs, en France, si vous voulez, je suis obligé de le dire, la France a appliqué cette théorie des coûts complets, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, en créant en 1964 les agences de l'eau avec deux redevances. Une redevance prélèvement qui a du sens parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, c'est pour gérer des problèmes de quantité d'eau, et une redevance pollution qui est là pour gérer les problèmes environnementaux, qui sont les problèmes de qualité d'eau. Donc on a deux grands problèmes, ressources, environnement, et on a une redevance pour chacun. Et de ce point de vue, d'ailleurs, c'est assez triste que la LEMA, en 2006, ait remplacé ces deux grandes redevances par 8 redevances différentes qui ne font qu'aggraver la non-transparence de la gestion des agences de l'eau que l'on leur reproche, à qui mieux par ailleurs. Voilà. Voilà. Là, oui, ce qu'il y a, c'est que la directive de 91 sur les eaux résiduaires urbaines, en France, elle nous a fait doubler le prix de l'eau en moyenne. Ce n'est pas du tout l'eau potable qui a augmenté entre 1990 et 2004. C'est la part assainissement et la redevance des agences de l'eau pour l'épuration, parce qu'on était finalement assez en retard en matière d'assainissement et d'épuration. Or,
à ce moment-là, il y a quelques années, il y a eu un nouveau patron de l'OCDE qui était un Mexicain, qui, en tant que Mexicain, a dit on ne peut pas répercuter tout le coût complet sur la seule facture d'eau, parce que ça devient inabordable pour les pauvres, et au Mexique en particulier. Et du coup, il a dit, bon, il y a quand même l'idée de répartir, et l'OCDE l'a suivi d'ailleurs, de répartir le coût de la politique de l'eau sur des tarifs, des factures, sur des taxes, des impôts locaux, et il a ajouté sur des transferts. Alors évidemment, pour le Mexique, il pensait, ou pour l'Amérique latine, il pensait à des transferts venant des institutions financières internationales, du genre subventions ou prêts à faible taux, etc. Et moi, j'ai réfléchi en me disant, mais bien sûr, a priori, à part en Europe de l'Est, avec la BERD ou les banques européennes, bon, ça peut exister, mais ça n'existera pas en France ou en Allemagne. En revanche, il y a quelque chose qui existe. C'est des transferts entre catégories d'usagers, qui sont une forme de gestion en commun, justement. Alors, voilà. On va le voir là. Alors, l'eau, qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc, actuellement, parce que notre histoire est comme elle est, aujourd'hui, les agences de l'eau reçoivent à peu près 80% de leur budget des factures d'eau des usagers domestiques et assimilés. Pour moi, c'est totalement anormal. C'est totalement anormal parce que, surtout, on s'en rend de mieux en mieux compte, le jour où les agences de l'eau sont incitées par le gouvernement à s'occuper plus de la biodiversité, voire même des inondations, que de l'amélioration des services publics. Les élus locaux sont fondés à dire « mais vous nous reprenez l'argent qu'on vous a donné alors qu'on vous l'a donné pour nous aider à améliorer nos services. Vous nous volez ». C'est pas vrai. En fait, l'histoire, c'est que c'est les élus locaux qui ont décidé qu'ils ne payeraient pas eux les redevances, mais qu'ils les feraient payer directement dans les factures d'eau. Alors que s'ils les payaient eux, ils auraient à choisir ensuite s'ils répercutent ça sur les factures au nom de l'amélioration des services ou sur les citoyens via les impôts au nom de la participation en commun à la gestion de la ressource, en commun. Hein, n'est-ce pas ? Et notamment, puisque maintenant il y a la taxe GEMAPI, donc on pourrait l'augmenter. De ce point de vue, d'ailleurs, je fais partie des gens qui ne décolèrent pas de la suppression de la taxe d'habitation par notre cher président pour faire plaisir, en gros, pour mettre à poil les collectivités locales et augmenter le plus possible le budget de Bercy. Voilà. C'est un centralisme qui est insupportable. Bon, mais simplement, quand moi, sur la taxe d'habitation, la dernière ligne à droite sur la feuille au verso de la feuille, c'est la GEMAPI, justement. Vous croyez que seuls les propriétaires fonciers doivent se protéger des inondations? Et les locataires, pourquoi pas? Il faudrait qu'ils participent. Bon, mais on ne peut pas le faire. Alors, donc j'ai dit, les redevances, c'est des factures d'eau. La GEMAPI, c'est des impôts locaux. C'est totalement insuffisant. Je crois qu'au total, actuellement, pour la GEMAPI cumulée au niveau national, on atteint 300 millions d'euros par an. Il y a 2 ans, on était encore à 200, un peu plus de 200. Donc ça augmente vite, mais quand même, on est très loin du compte, même pour faire seulement les inondations. Ce qui manque, je dis, c'est la possibilité pour les établissements territoriaux de bassin, puisqu'on ne peut pas le faire au niveau des agences de l'eau, hein, de créer ce qu'on voulait faire en 1964 avec les agences, des redevances pour services rendus mutualisés. Et là, évidemment, vous imaginez que si je suis ici, c'est parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on réfléchit avec des gens comme Bruno de Grissac sur comment augmenter la capacité d'intervention des EPTB ou des syndicats mixtes, en particulier quand c'est des eaux souterraines, puisque là, on est vraiment sur des infrastructures, en inventant quelque chose. Moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est un qualificatif, à savoir les infrastructures. Le Conseil d'État considère que c'est des tuyaux et des bétons. Moi, je considère qu'il peut y avoir des infrastructures naturelles et que ces infrastructures naturelles rendent service à ceux qui s'en servent. Et la ressource en eau, typiquement, le milieu aquatique, souterrain ou de surface d'ailleurs, rend service à ceux qui s'en servent s'il est en bon état. Donc, on devrait pouvoir autoriser des institutions à prélever des redevances sur les usagers qui bénéficient des services rendus par ces ressources.
Donc ce serait des redevances pour services rendus mutualisés. C'est exactement ce qui existe dans la Ruhr depuis 100 ans, plus de 100 ans, et c'est d'ailleurs sur ce modèle de la Ruhr que Yvan Chéret, collègue et vieux ami de Yves Martin, était allé chercher le modèle des agences de l'eau, modèle qu'on n'a pas pu mettre en œuvre en France par suite de l'hostilité de beaucoup d'acteurs qui ne comprennent pas la notion de gestion en commun et de subsidiarité qui est plus évidemment pratiquée en Allemagne. Voilà. Du coup, je dis que s'il y avait une redevance comme ça, possible pour les EPTB, bien sûr que comme ils sont dirigés uniquement par des élus locaux, des EPCI, ils ont la maîtrise d'ouvrage, puisqu'ils ne contreviennent pas à l'article 34 de la Constitution, argent public perçu et dépensé strictement sous le contrôle strict des élus. Donc ils ont la maîtrise d'ouvrage, mais ils peuvent aussi, avec cet argent, servir de truchement ou d'intermédiaire pour des arrangements entre catégories d'usagers, typiquement entre les producteurs d'eau potable et les agriculteurs de leurs champs captants, pour organiser le système de paiement pour services environnementaux. On en voit de plus en plus, et je pense que ça pourrait être une tâche confiée aux EPTB. Bon, alors donc l'idée, territoire de bassin égale infrastructure naturelle. Et donc j'ai donc déjà anticipé en parlant sur ce que je vous montre maintenant. Oui, je vous dis, notre problème aujourd'hui, avec Bruno de Rissac, avec Madame Tramontin qui s'occupe de la CRO, en particulier pour les eaux souterraines, c'est que le Conseil d'État ne comprend pas cette notion d'infrastructure naturelle. Donc il faut l'amener à changer sa philosophie. En gros, vous savez, on dit toujours au Conseil d'État, il n'y a pas de section environnement. Il y a une section des travaux publics. Ça veut tout dire. À savoir que les problèmes en France, on les règle par des tuyaux, par de la technologie. On ne peut pas la régler par la nature. Voilà. Et alors, je vais passer la parole à Philippe Marc parce que lui, il va embrayer sur qu'est-ce que ça implique, peut-être plus loin, au-delà du financement et des mécanismes de financement, d'avoir une gestion en bien commun et une institutionnalisation correspondante. Mais je finis pour dire, croyez-moi, hein, ce que je vous dis, ce n'est pas de révolution. Ça existe dans plein d'autres pays européens. Donc, il n'y a qu'à regarder. Moi, je passe ma vie en Europe. Je ne comprends pas comment on ne peut être aussi en retard. Je vous remercie. Donc, je prends la suite. Ouais. Je ne sais pas non plus. Pierre Marché disait tout à l'heure, rendons visible ce qui est invisible. Et je crois qu'on peut reprendre cette proposition à notre compte, parce qu'on a un vrai problème, effectivement, en termes de gestion quantitative des eaux souterraines, c'est qu'elles sont invisibles sur le plan physique, mais elles sont aussi invisibles sur le plan juridique et sur le plan législatif. Et d'ailleurs, on voit bien toute la difficulté lorsqu'on essaye d'appréhender ce sujet sur le plan législatif, ou même regarder l'intitulé de notre table ronde, on parle de gouvernance. Je mets au défi ici quelqu'un de me donner la définition du terme gouvernance, en tout cas dans des termes audibles et compréhensibles. Il me semble que lorsqu'on parle de gouvernance, c'est parce qu'on a peut-être aujourd'hui une carence d'un point de vue textuel, c'est qu'en fait on ne dispose pas de compétences dans le domaine des eaux souterraines et d'une façon plus générale dans le domaine du grand cycle de l'eau. Alors, vous excuserez cette dichotomie qui est sans doute jugée comme étant hérétique entre petit et grand cycle de l'eau. J'ai bien compris ce matin qu'il y avait un grand cycle de l'eau et je l'ai bien noté. Mais les juristes ont besoin de poser des règles, ont besoin de poser des cadres. Nous sommes des taxonomistes et donc nous posons des taxons pour pouvoir effectivement qualifier, proposer des statuts et derrière des régimes juridiques. Le petit cycle de l'eau, c'est l'eau potable, c'est l'assainissement, c'est l'eau pluviale urbaine. C'est très bien défini dans le Code général des collectivités territoriales. Ce sont des compétences décentralisées exercées par les acteurs territoriaux, les communes historiquement, les intercommunalités depuis peu. Et donc, on est effectivement avec un petit cycle de l'eau qui est qualifié, défini, bien visible. Lui, en revanche,
et qui fait l'objet même d'une qualification de service public par le législateur. Le grand cycle de l'eau, c'est une notion qui a émergé avec le rapport public du Conseil d'État de 2010, l'eau et son droit, et il parle pour la première fois du grand cycle de l'eau. Alors on est un peu embêté avec cette notion parce que finalement on ne voyait pas très bien ce qu'elle pouvait recouvrir. Avant 2010, on parlait plutôt des cours d'eau domaniaux, des cours d'eau non domaniaux. On était plutôt sur une logique de propriété. On était plutôt sur des logiques de police, avec le pouvoir de police du préfet au titre de son pouvoir de police spéciale. Mais finalement, on avait très peu, dans le domaine de ce grand cycle de l'eau, de compétences dites de gestion. Il nous manque véritablement une dimension sur ce triptyque qui était en train de se construire, propriété, police, gestion. Dans le domaine du grand cycle de l'eau, finalement, on n'avait pas de gestionnaire et on n'avait pas de compétences de gestion. Et en 2010, la question se pose, et en 2012 se pose la question de façon aiguë du côté des ingénieurs généraux de l'environnement et du développement durable. On a un rapport d'Anne-Marie Levrault qui a établi un bilan à mi-parcours finalement du premier stage version DCE 2010-2015, puisque désormais on est avec une obligation de résultat, puisqu'on est avec des DCE, avec une DCE qui a été transposée, et on est avec des séquences, 3 séquences avec des obligations de résultat, des SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Vous excuserez effectivement les acronymes, il y en a beaucoup. 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027. Et donc on est effectivement avec des séquences de 5 ans, une planification d'État à l'échelle du bassin qui a pour objectif effectivement de définir des obligations de résultats de bon état ou d'atteinte du bon état d'ici 2027, 100% de bon état des masses d'eau. En 2012, le rapport du CGEDD établit une alerte ou fait une alerte et dit attention, on a un problème dans le domaine du grand cycle de l'eau parce que finalement, on est avec des obligations de résultats qui sont désormais déclinées dans nos SDAGE, mais on n'a aucune compétence, on n'a aucun acteur en mesure de porter ces actions directement sur les territoires. Et d'ailleurs, on voyait bien que les SDAGE de France étaient gênés, puisque finalement, lorsqu'on voulait parler d'obligations d'action ou de compétences, on désignait la collectivité responsable sous le terme de maître d'ouvrage opérationnel, maître d'ouvrage local, hein, des MOL, des MOU. Bon, donc on voyait bien que finalement, on avait des acronymes qui émergeaient, parce que finalement, on avait du mal à diagnostiquer le fait qu'on n'avait pas de collectivité compétente dans le domaine de l'eau. Et donc, à partir de 2012, le débat est posé, et c'est le débat qui se retrouve dans ce rapport d'Anne-Marie Levrault, et de dire, mais finalement, on a une alternative à 2 branches. Soit c'est l'État et ses établissements publics qui assument pleinement la responsabilité du grand cycle de l'eau et portent un certain nombre d'actions. Donc derrière l'État, c'était l'Office français de la biodiversité et c'était l'Agence de l'eau. Soit au contraire, on flèche vers les EPCI à fiscalité propre. Ça, c'était 2012. 2014, on a une réponse qui est donnée avec la loi TAM, où très directement, la réponse, c'est on va donner aux collectivités territoriales et plus particulièrement aux EPCI à fiscalité propre une partie des compétences dans le domaine du grand cycle de l'eau, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. On a là la première compétence qui relève du grand cycle de l'eau. Et même certains ont considéré en 2014, la façon dont finalement elle a été définie, que derrière la GEMAPI, on pouvait peut-être ranger tout le grand cycle de l'eau. Et donc il y a eu une forme de spéculation à propos des items de cette compétence. Je vous rappelle simplement comment elle a été construite. Elle est construite sur 2 codes. Elle est construite sur le Code général des collectivités territoriales qui dit très clairement les intercommunalités sont compétents à titre des compétences obligatoires en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Pour définir cette compétence, le législateur est embêté, il ne sait absolument pas lui donner un contenu. Il se dit, tiens, chouette, il y a un article dans le Code de l'environnement, donc je change de code, je me situe de l'autre côté, l'article L211-7, qui lui a une vocation, c'est de définir des travaux reconnus d'intérêt général, une déclaration d'intérêt général, et il comporte une rubrique, il y a 12 rubriques qui sont identifiées pour permettre à des collectivités d'investir des fonds publics sur des fonds publics sur des propriétés privées. Et donc on est avec effectivement ce mécanisme de déclaration d'intérêt général qui va changer de nature à partir de 2014, parce que lorsqu'on définit une compétence avec 4 missions, normalement, on s'attend à ce qu'on définisse la mission 1, la mission 2, la mission 3 et la mission 4.
la GEMAPI, lorsqu'on vous entendez en parler, on dit mission 1, 2, 5 et 8. C'est-à-dire que le législateur, par bien du Code général des collectivités territoriales, va brancher cette compétence sur cet article L207 du Code de l'environnement et va retenir 4 rubriques pour dire désormais, ces 4 missions, c'est de la compétence GEMAPI. Et là, ce faisant, il est venu instrumentaliser un article et on s'est dit, mais finalement, s'il choisit les 4 missions, on peut imaginer que les 8 autres qui restent, ça serait du hors GEMAPI. Hors GEMAPI, ça n'existe ni en droit, ni nulle part, ça n'existe pas. Mais simplement, un des effets induits finalement de cette façon de produire de la loi a conduit à dire c'est de la GEMAPI 1, 2, 5, 8 au lieu de 1, 2, 3, 4. Il aurait été plus simple de rapatrier les missions directement dans le Code général des collectivités territoriales et de dire que pour le reste, finalement, ce qu'on désigne aujourd'hui sous le terme de hors GEMAPI, on n'a pas de compétences. Et il y a une espèce de spéculation sur les 8 autres rubriques en parlant du hors GEMAPI et en invitant les collectivités en disant mais si, vous pouvez intervenir parce que finalement, il y a l'approvisionnement, c'est la mission 3 et vous pouvez en faire une compétence. Donc finalement, on s'est retrouvé à partir de 2014 à faire du bricolage, très clairement, sur les recommandations de la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur en disant mais si, mais ce n'est pas un problème, on peut amorcer la compétence en demandant une délibération des communes pour amorcer finalement la compétence au sein des communes qui pourrait la remonter au niveau des intercommunalités et on a tout réglé. Bon, donc ça c'est 2014 avec une compétence qui est mal stabilisée et mal conçue. 2015, loi NOTRe, très bien. Loi NOTRe, tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un dire qu'effectivement il y avait un enjeu, c'est éventuellement la disparition des départements. Effectivement, disparition des départements, suppression de la clause générale de compétences, on supprime les compétences des départements qui étaient des acteurs de la péréquation et de la solidarité territoriale, on supprime la clause générale de compétences des régions et on se retrouve finalement avec un système où on a un acteur compétent en matière de GEMAPI défini de façon tout à fait un peu mal détourée et des collectivités auxquelles on invite finalement à se retirer finalement du grand cycle de l'eau ou de la politique qu'elle menait jusqu'à présent. Et donc on a quand même un problème dans le sud-ouest, c'est que lorsque vous regardez la maîtrise d'ouvrage ou la nature de la propriété des barrages hydrauliques, la plupart appartiennent, ou pour ne pas dire la majorité, à des départements, à des institutions interdépartementales ou à des syndicats mixtes dans lesquels figurent les départements et les régions. Donc ça veut dire que très clairement, on leur demande peut-être de quitter le tour de table et de laisser des acteurs, lesquels, point d'interrogation, on n'en sait rien, mais comme une espèce de réflexe pavlovien, on essaye de dire à la GEMAPI, mais oui, mais regardez, peut-être que derrière la GEMAPI, il y a peut-être de la gestion quantitative. Voilà. La difficulté pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, comme en matière de compétences gestion des eaux pluviales urbaines, c'est que, étrangement, ce sont des compétences qui ne sont pas affectées à un patrimoine propre à la collectivité. Quand vous êtes compétent en matière d'assainissement ou en matière d'eau potable, vous avez un patrimoine qui vous est affecté et vous le portez et vous savez pertinemment à quoi, finalement, vous vous engagez lorsque vous mettez en œuvre cette compétence. Lorsque vous êtes compétent en matière de voirie, vous avez précisément le détour et le linéaire des compétences du patrimoine routier qui est associé à l'exercice de la compétence. En revanche, GEMAPI, on vous dit, tiens, volet PI, c'est du système d'endiguement. Et système d'endiguement, il faut une digue publique et après, vous vous débrouillez pour effectivement trouver des ouvrages contributifs et aller protéger une zone que vous aurez qualifiée de zone protégée. Mais ce n'est pas du patrimoine de la collectivité. Véritable difficulté. Autre difficulté, les cours d'eau. Sur l'aspect milieu aquatique, on vous dit, maintenant, bon état sur le compartiment hydromorphologie. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des cours d'eau domaniaux, non domaniaux, privés, publics, pour laquelle la collectivité n'a pas forcément voix au chapitre. Et la compétence GEMAPI n'est pas une loi d'expropriation des obligations propres aux propriétaires. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un domaine, si vous voulez, où on parle de gouvernance parce qu'on n'est pas capable de parler de compétences. On est vraiment aujourd'hui écartelé entre deux codes, qui est le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales, où on fait comme si les élus avaient le pouvoir de décider et en leur demandant effectivement de prendre de plus en plus la main. Et bien d'ailleurs, regardez, les clés des sages, elle est présidée par qui ? Par un président élu, mais bien évidemment. Mais sauf que la clé n'a pas de personnalité juridique, que le statut de cette clé qui va produire un document, c'est un projet de sage et pas un sage, et qui va être soumis à la signature et éventuellement à la censure du préfet, qui peut demander « cette disposition ne me convient pas et je demande à ce qu'elle soit modifiée ». Le problème dans le domaine du grand cycle de l'eau, qui n'est pas encore complètement défini, on est au milieu du gué en réalité entre
le petit et le grand cycle de l'eau. Bernard l'a dit, le petit cycle finance le grand cycle de l'eau. Et donc, on est à 80% d'une compétence ou un domaine qui est financé par l'eau potable et l'assainissement et qui est aujourd'hui pas complètement défini. Donc, une des propositions que nous avions pu être amenés à faire avec Bernard lorsque nous étions à Rennes au carrefour de gestion locale de l'eau, c'était de dire peut-être qu'il y avait lieu de couper ce lien ou de clarifier le lien entre le Code général des collectivités territoriales et le Code de l'environnement. Très clairement, aujourd'hui, il y a des enjeux sur les aspects eau souterraine, et c'est l'objet même de vos réflexions aujourd'hui. Lorsque la question se pose du point de vue intervention, et Bruno Coupry l'a présenté tout à l'heure, finalement, on a plusieurs biais pour essayer d'aborder ce sujet-là. Lorsqu'on essaie d'aborder la question de l'intervention de la collectivité publique sur cette question-là, on est invité à passer par la case production d'eau potable, par l'usage eau potable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a désormais alors pas une compétence, parce que je crois que le terme a été employé, mais il y a une vraie ambiguïté sur cette mission ou sur cette nouvelle finalité de gestion et préservation de la ressource en eau. Mais en tout état de cause, on peut considérer que cette finalité-là, qui est un résultat de la loi climat et résilience, de la loi engagement et proximité de 2019, qui a été modifiée par la transposition de la directive eau potable par l'ordonnance du 22 décembre 2022, vient donner compétence désormais au service d'eau potable, et plus particulièrement à celui qui exerce la compétence production, pour avoir des actions de gestion et de préservation de la ressource en eau, notamment sur les aires d'alimentation de captage. Là, il y a quand même une avancée significative. Jusqu'à présent, lorsqu'on parlait d'eau potable, on était sur les périmètres de protection de captage et on était sur le Code de la santé publique. On obtient une avancée significative puisque désormais, on n'est plus sur la logique de périmètre, on est sur une logique d'aire d'alimentation de captage ou de bassin d'alimentation de captage. Et on justifie finalement le financement des politiques de préservation de la ressource en eau à travers le mécanisme financier des factures d'eau qui sont désormais convoquées pour pouvoir préserver les actions ou mettre en œuvre des actions contre les pollutions diffuses. On a une vraie difficulté, c'est que finalement, et c'était le schéma qui était présenté par Bruno, c'est qu'on invite désormais le petit cycle de l'eau à investir le grand cycle de l'eau et à permettre effectivement la protection à travers uniquement cet usage. On avait une proposition à l'époque avec Bruno de Grissac et Charlotte Alcazar du CIMCRO, c'était de dire finalement, il fallait peut-être reposer, refonder le grand cycle de l'eau, se demander ce qu'il était réellement, ce qu'il recouvrait, mais pas comme ça, pas en disant mais finalement 1, 2, 5, 8 ou à travers des missions. Sur le plan méthodologique, on est sous le coup d'un certain nombre de directives européennes. Donc ça veut dire qu'on est en droit français sous le coup d'obligations de résultats à court, moyen, long terme. On les connaît, ces obligations. L'idée, c'était de dire ces obligations, il faut les transformer en termes de missions. Et ces missions, il faut les regrouper en termes de compétences. Donc, alors que la méthode ou la légistique a été utilisée sur le territoire, on crée une compétence, on se dit, tiens, par opportunité, tiens, mais finalement, quelle mission on va pouvoir y accrocher? Et derrière, on se demande, mais quelles sont les obligations rattachées à la compétence? Et aujourd'hui, toutes les missions dites de gouvernance ou de détours ou de détermination de la compétence GEMAPI ou GEPU, c'est de se dire, mais quels sont finalement les détours, les contours de ces compétences-là? Je propose une autre méthode qui est qui est le fruit un peu du travail que je fais depuis maintenant un certain nombre d'années sur les territoires. On qualifie les obligations, on part des documents de prescription et qui sont obligatoires pour les territoires. Demandons-nous à quel type de mission ça se rattache et enfin, essayons de voir à quel type de compétences on est en mesure de le rattacher. Et là, sur l'aspect gestion des eaux souterraines, on a une vraie difficulté, c'est que effectivement, on voit bien ce que c'est. On parle d'aquifères, Bruno parlait de périmètre, et finalement, on a un enjeu de qualification technique. J'ai bien vu est-ce que vous, bien entendu, Monsieur Marché, ce que vous proposiez en disant il faut se faire entendre. Il me semble que peut-être la meilleure façon de se faire entendre, c'est de proposer la définition et la normalisation du grand cycle de l'eau, pas uniquement un bout de GEMAPI, parce qu'aujourd'hui, réflexe pavlovien, on va tout mettre sur la GEMAPI, mais en réalité, il y a peut-être d'autres compétences à créer complémentaires, on en a besoin. Il faut s'interroger sur les collectivités qui peuvent être compétentes sur le sujet, et la façon dont finalement on va pouvoir y arriver à travers un jeu de compétences, donc collectivité responsable et compétences associées. Tout à l'heure, il y avait une réflexion en disant, mais bon, il ne faut peut-être pas s'emballer parce qu'aujourd'hui, on nous reproche le millefeuille administratif. Effectivement, on reproche une lecture un peu en millefeuille.
Nous, on vous propose une approche qui ressemblerait plutôt à un macaron, si vous me permettez. Dans un macaron, c'est-à-dire un 2 niveaux et pas 3. Aujourd'hui, il y a une confusion toujours avec le Code général des collectivités territoriales et le Code de l'environnement. Effectivement, je finis par là, le Code général des collectivités territoriales, on parle des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. On est bien sur des périmètres administratifs, des circonscriptions administratives de droit commun qui relèvent effectivement de ce code-là et qui organisent l'administration de ces territoires. Dans le domaine de l'eau, parce que dans le Code de l'environnement, il existe une seule circonscription administrative qui a été créée par la loi de 64. C'est la circonscription administrative sur laquelle est implanté le comité de bassin, l'agence de l'eau et le préfet coordonnateur de bassin et l'adréal de bassin. L'idée, c'est que, donc là, on n'est absolument pas dans la même logique. On est sur le Code de l'environnement. L'idée est de proposer de créer une deuxième circonscription administrative, donc je ne suis pas dans le CGCT, en disant que finalement, de façon empirique, les territoires, les bassins hydrogéologiques ou hydrographiques se sont organisés spontanément à travers la logique syndicat mixte. Et donc, on a aujourd'hui des structures labellisées EPTB qui souffrent d'être syndicats mixtes, surtout lorsqu'ils sont syndicats mixtes ouverts, parce qu'ils ne peuvent pas récupérer, par exemple, la TVA, ils ne sont pas bénéficiaires du fonds de compensation de TVA. Ils sont aujourd'hui reconnus par l'État. Oui, voilà. Donc l'idée, c'était de dire que pour ce deuxième niveau, il y avait peut-être possibilité de créer un échelon complémentaire. Je vous donne une image. Vous avez une étagère. Le législateur 64 a créé une étagère unique. C'est l'étage du comité de bassin de l'agence de l'eau. Et on propose, à travers une deuxième circonscription administrative, donc à créer des territoires d'administration pour vos bassins hydrogéographiques ou hydrogéologiques, une deuxième couche qui, elle, pourrait être non plus un territoire de gestion, mais un territoire d'administration. Voilà, excusez-moi. Et je n'ai pas passé une diapositive. Hein. Merci. Alors, nous allons passer à la partie table ronde proprement dite. Et je vais demander à Madame Monseigne de venir sur la scène. Madame Monseigne, qui est maire de Saint-André-de-Cubzac, conseillère départementale et présidente du SMEGREG. Madame Cassou-Scott aussi, qui va venir sur scène, qui est adjointe au maire de Mérignac, vice-présidente de Bordeaux Métropole et présidente du conseil d'administration de la toute jeune régie de l'eau de Bordeaux Métropole. Madame Tramontin, qui va nous rejoindre aussi, qui est adjointe au maire d'Istres, présidente du CIMCRO, dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, Pierre Ducou, maire de Cestas, député honoraire de la Gironde et président de la commission locale de l'eau du Sagna Profonde. Alors, après tous ces exposés, on va parler gouvernance. Alors, certains tout à l'heure ont posé la question, nous ont dit que les élus n'étaient pas forcément compétents pour prendre les bonnes décisions. Et je leur ai répondu que peu importe s'ils étaient compétents ou pas, ils étaient légitimes pour prendre ces décisions. Alors il ne faut pas que ce soit mal interprété. Ils ont été élus démocratiquement et il leur revient de prendre les décisions. Et j'ai dit que si vous voulez qu'ils prennent des bonnes décisions, il fallait que nous soyons de bons fonctionnaires et que nous éclairions correctement leurs décisions. Alors, on va commencer par vous, Madame Monseigne. Vous présidez le SMEGREG depuis 2021. Vous n'avez pas siégé au SMEGREG jusque-là, donc vous arrivez dans un monde un petit peu inconnu. Je voulais savoir si présider un EPTB dédié à la gestion des nappes profondes, qui est un exercice singulier, comment avez-vous appréhendé et relevé ce défi? Est-ce qu'il y a eu une appréhension particulière? Alors, vous avez prononcé le mot tout à l'heure. Oui, il y a une appréhension parce que tout de suite, on s'interroge en légitimité. Parce que nappe profonde, tout de suite, on se dit, voilà, c'est un domaine que je ne connais pas, scientifique, technique, voilà. Et donc, il y a effectivement, on se dit, je vais rien pouvoir maîtriser en termes de sujet, comment je vais pouvoir essayer d'orienter ou participer à des orientations politiques ou à des choix politiques quand on ne connaît pas le sujet. Et puis, alors, bon, moi, je siège depuis très longtemps dans un syndicat mixte qui gère l'estuaire, le SMIDEST. Je siège dans un syndicat de bassin versant de 2 rivières sur mon territoire, qui est le Nord-Gironde, Charente-Maritime. Voilà. Et je me suis dit, après tout, ça va compléter ma carte des formations dans le domaine de l'eau, et j'ai accepté voilà, de le faire.
Et je crois que, comme je l'avais fait pour dans ma participation au syndicat de gestion des rivières ou de l'estuaire, l'eau est un sujet tellement politique et scientifique, je dirais en partie, mais tellement politique, comme peut l'être l'air, les déchets aujourd'hui, enfin voilà, éminemment politique. Et il est important que des élus qui ne soient pas des scientifiques, hein, moi je viens du médico-social, donc rien à voir, puissent effectivement s'approprier ces enjeux-là. Ça a été très bien dit tout à l'heure par tous les intervenants. Parce que si les élus eux-mêmes, tout autant qu'ils sont, et pas uniquement les élus ingénieurs, je respecte les élus ingénieurs, mais et Pierre Ducou est là, on se connaît depuis longtemps, donc il a cette particularité de bien maîtriser le sujet, en plus d'avoir fait des choix politiques importants. Mais je pense que c'est important que nous, on se jette à l'eau, voilà, et que c'est le cas de le dire, et puis qu'on s'approprie ce sujet, et qu'on soit aussi, nous, vecteurs de cette éducation populaire nécessaire pour être sensibilisés au sujet, parce que effectivement, hein, les politiques font des choix à un moment donné, parce que, en tout cas en haut, ils y sont obligés, pas forcément nourris de ce qui se passe en bas. Et j'apprécie les arguments que vous avez apportés et le vocabulaire que vous avez apporté à la difficulté que nous avons, nous, élus, pour mettre en œuvre les politiques et les responsabilités gémapiennes. Parce que c'est, non mais, à côté, même les sudoku ou les tectoniques niveau 12, à côté, c'est hyper facile, quoi. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, donc, et ensuite, est-ce que j'y ai réussi? J'en sais rien, ça fait à peine 2 ans que je préside le SMEGREC, donc on verra à la fin du mandat. Je ne sais pas s'il y a de réponse. De toute façon, il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Ce qu'on vous demandait, c'était un témoignage sur la difficulté que peut avoir un élu à se saisir de ce sujet, comme on l'a pu évoquer ces derniers jours. Je vais maintenant m'adresser à Madame Tramontin, qui a donc la responsabilité de diriger un établissement, de présider un établissement qui a pour mission la gestion de la nappe de l'Accro. Alors pour ceux qui ne savent pas, la nappe de l'Accro, c'est une nappe un petit peu particulière. Je la qualifierais d'atypique au même titre que les nappes profondes de Gironde, parce que c'est une nappe qui n'existerait pas s'il n'y avait pas une pratique d'irrigation par submersion que certains peuvent considérer comme dispendieuse, devant être supprimée. Si on supprime l'irrigation par submersion des foins de l'Accro, on supprime 70% de l'alimentation en eau de cette nappe, et donc on met en péril l'alimentation en eau de 300 000 habitants, c'est ça à peu près? Voilà. Alors, donc c'est un sujet complexe, on l'a vu, et c'est une complexité qui peut éventuellement rebuter les bonnes volontés de certains élus. Donc on rejoint un petit peu la question que je viens de poser à Madame Monseigne. Êtes-vous d'accord avec ce postulat que justement cette complexité peut rebuter certains élus? Et si c'est le cas, quelles sont les pistes que vous avez mises en œuvre ou imaginées ou que vous pourriez mettre en œuvre pour intéresser vos collègues élus à cette gestion? Alors à la première question, je vais répondre oui, ça peut rebuter. À la deuxième, je vais répondre on tente de mettre en place des choses pour les amener vers cette gestion. Avant de répondre plus avant, je vais peut-être juste faire un petit feedback sur la nappe de l'Accro, comme vous l'avez exprimé, Monsieur de Grissac, dans vos propos introductifs sur la spécificité de cette nappe de l'Accro, vraiment pour que tout le monde ait en tête les difficultés que je vais pouvoir aborder par ailleurs. Donc la nappe de l'Accro, on est d'abord territorialement à l'ouest des Bouches-du-Rhône. C'est une nappe qui s'étale sur un périmètre, on va dire en gros, qui va d'Arles à Salon de Provence jusqu'à Fos-sur-Mer, pour vous situer un peu la nappe phréatique. Et la vraie caractéristique de cette nappe, c'est qu'effectivement, elle se recharge à 70% grâce à une pratique agricole très particulière, qui est la culture du foin de cros, le fameux foin de cros, seul aliment pour les animaux en AOC. Et donc cette culture du foin de cros se fait par submersion des prairies, ce que nous on appelle les prairies irriguées. Et cette submersion, elle se réalise grâce au transfert d'eau depuis la Durance, depuis Serponçon, par la chaîne Durance-Verdon. Et donc ce territoire, je le dis souvent,
vent et sous perfusion depuis Serponçon pour effectivement après assurer l'ensemble de ces usages, qu'ils soient des usages en alimentation en eau potable, puisque on distribue grâce à cette nappe l'eau potable à 300 000 habitants sur le territoire, qui représente 16 communes, 2 EPCI, mais pas que. Il y a des enjeux de milieu, comme pour bon nombre de nappes, et des enjeux agricoles autres que la production de foin de cros, puisqu'on est aussi un des premiers producteurs national de pêche sur ce territoire, et aussi un milieu industriel fort représenté, puisque il ne faut pas oublier que dans les années 70, l'État a décidé de créer sur Fos-sur-Mer un site industriel ou portuaire dont tout le monde a entendu parler, et un certain nombre de bases militaires, que ce soit Salon ou Istres, qui maintenant vont devenir pour Istres presque une base internationale. Donc voilà, avec des enjeux en termes d'usage de l'eau qui sont grandissants. Voilà pour brosser un petit peu la nappe de l'accro. Alors après, la complexité de cette recharge et de ce multi-usage, on y ajoute, et là Philippe Marc l'a bien rappelé, la complexité de l'organisation de la politique de l'eau dans ce pays, qui est compétent en matière de gestion de la ressource. Et ça, on s'y, excusez-moi d'être trivial, on s'y cogne de manière un peu régulière, et ça constitue, à mon avis, une difficulté complémentaire pour amener les élus à se saisir des sujets liés à l'eau. Après, deuxième difficulté qu'on rencontre et complexité supplémentaire sur ce territoire, je vous ai parlé du transfert d'eau, donc qui est assuré et donc rémunéré uniquement par les agriculteurs qui sont constitués en ASA, en structure hydraulique. On en a un certain nombre. Donc c'est eux qui supportent le transfert d'eau sur ce territoire, donc la recharge de la nappe, dont l'alimentation en multi-usage qu'on en fait. Et donc très logiquement, dans un contexte économique où ils ont de moins en moins de moyens pour entretenir, réhabiliter et moderniser leurs canaux, ce qui est le postulat de base que les financeurs emblématiques qu'on connaît, agences de l'eau et autres, leur opposent pour d'éventuelles subventions. On vous subventionne si vous faites acte d'économie d'eau. Donc ils sont incapables actuellement financièrement de pouvoir supporter ce genre de choses, et ils se retournent forcément vers les usagers en disant maintenant, eh bien, écoutez, nous on amène tout, on recharge la nappe, donc vous devez mettre un peu la main au pot commun pour que nous on puisse moderniser les canaux. Donc là aussi, il y a une gestion entre les structures hydrauliques et les élus qui peut devenir un peu tendu quand les élus sont obligés, dans certaines circonstances, de mettre la main à la poche, puisqu'on a deux cas très récemment où effectivement il y a eu des vraies problématiques sur des infrastructures. Il a fallu prendre des décisions. Le préfet a fait des arrêtés de mise en péril. On ne met plus d'eau dans ces canaux-là. Et donc, qui c'est qui met la main à la poche? Les collectivités, tout le monde s'organise. Et après, on est de façon très triviale. Toi, tu prends combien de pourcentage? Toi, tu en prends combien? Et du coup, les élus ne comprennent pas forcément la logique qui nous ramène à ce transfert d'eau. Maintenant, les pistes. Je suis longue, mais il ne faut pas me donner un micro, moi. Donc, les pistes pour intéresser les élus. Nous, sur le territoire, on est parti sur une étude prospective qu'on a appelée Synergie. Alors là, je reprends mes notes pour vous donner littéralement ce que veut dire synergie. Donc, c'est une étude de sensibilité de la nappe aux conditions de prélèvement et de recharge et de gestion de crise. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de se dire, on fait une analyse prospective pour définir les termes quantitatifs d'une gestion durable de la ressource. En gros, on a fait 5 ou 6 scénarios en fonction de leviers qu'on a posés. Donc, diminution de la ressource, qu'est-ce qui se passe sur la gestion de la nappe phréatique, changement climatique, qu'est-ce qui se passe sur la nappe, augmentation des usages, qu'est-ce qui se passe sur la nappe. Et une fois que tous ces scénarios ont été faits, on a fait un retour de cette étude avec l'ensemble des partenaires et des élus du territoire. Et on avait volontairement un scénario d'attentisme, c'est-à-dire on continue ce qu'on fait actuellement.
même si on a tous la sensation de le faire bien. On continue comme ça et on voit à horizon 2050 ce qui se passe. Et évidemment, à horizon 2050, le delta tombe, on va dans le mur. Il faudra forcément, à un moment donné, prioriser des usages. Et quels usages on sera en capacité de prioriser. Et là, je pense que ça a été le déclencheur pour les élus et ça nous a amené à l'émergence. Il y a eu un consensus qui a amené à la volonté de faire émerger un SAGE sur l'accro. On est vraiment parti de cette étude, de cette restitution, pour dire à un moment donné, voilà, il y a des solutions. Une des solutions, c'est de mettre un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en place sur l'accro. Et du coup, on a eu un consensus pratiquement général de l'ensemble des partenaires et des politiques sur l'émergence de ce SAGE. Donc, qui est en cours d'élaboration et qui va devenir, pour moi, un véritable outil politique si on arrive, nous, Cimcro, structure animatrice, à embarquer tout le monde dans ce SAGE et surtout à ce que les élus se retrouvent au centre du processus de décision. Parce qu'ils vont représenter, bien sûr, 50% de la clé. Et effectivement, l'objectif, c'est de remettre l'élu au centre de la décision parce que sur notre territoire, comme sur d'autres, ils ont été éloignés des décisions. Nous, on vit grâce à un transfert d'eau avec un certain nombre d'institutions. Sur Auxerre-Ponson, il y a une commission qui s'appelle Commission exécutive de la Durance qui gère le partage de l'eau depuis Serre-Ponson. Les élus du territoire n'y sont pas associés. Vous avez après le SAGE Durance-Verdon qui est en cours d'élaboration. On a écarté les élus du territoire des versants. Donc comment impliquer des politiques dans des choix emblématiques pour la suite si à un moment donné ils ne sont pas dans les espaces de décision. Donc vraiment, nous, on met beaucoup d'ambition dans l'élaboration de ce SAGE. Et puis, ce qui peut freiner les élus aussi, et c'est ce qu'on voit, puisque nous, on en est au terme du périmètre, qui a été... donc, on a mené toute une... J'ai retrouvé tout à l'heure dans la présentation de l'institution à Dour, un peu les mêmes pratiques de travail collaboratif qu'on met en place sur le territoire. Donc, on a eu tout un organe de concertation pour commencer à travailler sur ce SAGE. Et là, les premières ébauches, enfin, le périmètre est pratiquement bouclé et on se fait tirer l'oreille par les services de l'État qui nous disent « Ah ben non, nous, on avait imaginé que vous alliez prendre un territoire beaucoup plus grand. » Et c'est là aussi où il faut que le politique assume ses positions et aille aussi au combat. Excusez-moi, j'emploie ce terme parce qu'à un moment donné, ce qui est issu d'une collaboration et d'un consensus territorial devrait être de facto validé par les services de l'État. Ça n'est pas le cas. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'hésiterai avant de vous poser une deuxième question. Bon. Ceci étant, vous êtes quand même revenu un petit peu sur le cheminement que nous présentait Bruno Coupry tout à l'heure en disant que la prise de conscience d'une vulnérabilité du territoire était un bon moyen d'impliquer les élus de ce territoire dans la construction d'une gestion. Je vais passer maintenant à Mme Cassou-Scott. Vous présidiez le conseil d'administration de la Régie de l'eau de Bordeaux Métropole récemment créée. Et je pense que mes collègues qui travaillent dans les services d'eau potable ne me contrediront pas. Gérer un service d'eau potable, c'est être confronté à un quotidien. Il faut que tous les jours, l'abonné ait de l'eau de bonne qualité, en permanence, dans de bonnes conditions, si possible à un prix acceptable. Et ce quotidien, il est très prenant. D'ailleurs, les services d'eau potable, je ne parle pas de Bordeaux Métropole, les autres services d'eau potable qui sont membres du SMEGREG, nos interlocuteurs, bien souvent, sont pris par ce quotidien et ils nous sont reconnaissants quelque part. Ces membres sont venus au SMEGREG pour que nous prenions du temps, de la hauteur, que nous regardions loin pour eux, de manière à organiser la gestion de la ressource. Alors, je m'interrogeais, et je vois que le directeur de la régie est là en plus, donc ce quotidien, il le vit déjà, depuis le 1er janvier. Je me dis que je vous appellerai bien si un jour j'ai plus d'eau au robinet. Donc je ne serai pas le seul à le faire. S'investir dans la gestion de la ressource nécessite de s'extraire de ce quotidien, de prendre de la hauteur et de regarder au loin. Est-ce que vous avez une organisation particulière
pour vous assurer que la régie, comme l'a fait Bordeaux Métropole, sera à la hauteur du défi de la gestion de la ressource. Vous le souhaitez. En tout cas, on a, je crois, tout mis en œuvre. Alors je dis on parce qu'effectivement, j'associe Nicolas Gendreau, qui est notre directeur général, avec qui nous avons conduit toute une phase de préfiguration pendant 2 ans pour créer pour passer en fait en gestion publique, hein, après presque un siècle quand même de concessions privées. Donc c'est un grand pari que nous avons pris. Alors je pense que moi, la gestion quotidienne, je l'ai moins que le directeur général. Mais je l'ai aussi. Figurez-vous que depuis que nous sommes passés en régie, j'ai quand même été appelée plusieurs fois pour des fuites. Donc on appelle la présidente de la régie, je me suis dit, oh là là, où vais-je? Mais au-delà de ça, et c'est normal, parce que ça montre bien effectivement l'attente, mais l'attente et l'exigence des usagers vis-à-vis d'une régie. Et donc nous devons être à la hauteur effectivement de ce pari. Et nous prenons tous les moyens pour cela. Alors, votre question, c'est comment ne pas être un peu trop le nez sur le guidon, hein, et puis d'être plutôt dans une distanciation, dans une distance juste, hein, pour voir un peu plus à moyen et long terme. Effectivement, on est dans le court terme aujourd'hui parce que on a été, c'est pas une masse à faire, hein, ce que nous avons fait, et ça l'est toujours pas. On est en train de tout consolider, de tout coordonner. Pour autant, on s'est quand même donné des moyens, et je voudrais rappeler que je suis présidente de la régie, mais je suis aussi vice-présidente de l'eau et de l'assainissement à Bordeaux Métropole. Donc, c'est l'autorité organisatrice, hein, ça reste l'autorité organisatrice. Donc, il y a effectivement la régie et l'opérateur public. Il a à penser le jour, il a pensé le lendemain et le surlendemain. Mais surtout, il agit au nom de Bordeaux Métropole qui, lui, doit concevoir une politique publique de l'eau, de l'assainissement, et bien d'autres. Donc moi, je m'enrichis, pour vous répondre. Je suis quand même dans un collectif d'élus à Bordeaux Métropole qui conduisons une politique de transition écologique depuis 3 ans. Nous sommes donné un cap. Et donc là, ce qui est essentiel pour moi, c'est de pouvoir faire en sorte que l'eau, vous l'avez dit, monsieur, et très justement, l'eau, effectivement, c'est quelquefois un peu secondaire, alors que c'est absolument essentiel. Parce que ce n'est pas seulement un bien commun, vous l'avez dit, hein. C'est aussi c'est ce qui fait la vie et c'est ce qui fait que tout le reste existe. Donc, quand on conduit une politique de transition écologique sur une métropole, effectivement, il faut être dans une politique cohérente, transversale, et qui ne doit pas oublier que ce n'est pas l'intendance qui va suivre, hein, on ne peut faire que si on a les moyens de le faire. Alors, la distance, moi, je la prends aussi en étant dans ce collectif, dans cette réflexion. Je la prends en étant ici, même si ce matin, j'ai un peu ramé. C'est vrai qu'on a besoin de s'enrichir, de se laisser interpeller, y compris dans les modes de gouvernance, comme vous l'avez fait tout à l'heure, parce qu'on y est confronté, mais il faut tout le temps effectivement le réfléchir. Et puis, je suis effectivement dans différentes instances, dont le SNECREC, dont la clé, dans le SAGE. Et tout ceci nous amène et m'amène à souhaiter effectivement que cette régie, elle ait la capacité de mener à bien sa mission aujourd'hui, mais aussi qu'elle pense, et pas simplement demain, hein, c'est le surlendemain. Et donc, nous nous sommes donné des moyens, notamment une régie qui a une direction de la recherche et l'innovation, ce qui n'est pas rien, c'est un choix que nous avons fait, un choix politique, là, d'avoir une direction qui va être composée de matière grise aussi pour nous aider. On a besoin de vous, nous les élus, on a besoin de vous pour avancer, pour se poser les bonnes questions. On a besoin de vous, mais je le disais tout à l'heure en aparté, il ne faut pas qu'on soit trop dépendant de vous non plus, parce qu'il faut qu'on soit en capacité en même temps d'avoir une écoute critique. Donc, et ça, c'est pas simple, c'est pas toujours simple. Mais donc cette direction recherche-innovation, pour nous, c'est d'aller chercher effectivement, non seulement d'être dans la performance, mais aussi dans la cohérence de cette politique de transition écologique que nous souhaitons mener. Voilà, donc la distance, elle est absolument essentielle. Alors maintenant, bien entendu, une question pour Pierre Ducou, qui n'a pas encore pris la parole. Donc Pierre Ducou, vous avez participé et voté. Vous avez participé à l'élaboration et voté la loi
sur l'eau de 1992. Comme pour la loi de 64, le dispositif opérationnel imaginé par le législateur n'a pas été décliné en totalité. Je vous rappelle que la loi de 64 prévoyait la création d'établissements publics locaux et que la loi de 92 prévoyait la création de communautés locales de l'eau, qui devaient être des maîtres d'ouvrage afin de porter les projets nécessaires à la bonne gestion de la ressource en eau. Donc, l'absence de création de ces établissements amène au constat fait tout à l'heure par Philippe Marc dans son exposé, du manque d'un acteur reconnu formellement comme portant une compétence de gestion de la ressource et apte à mobiliser les moyens et à agir. Alors, Monsieur Ducou, est-ce que vous partagez l'analyse de Philippe Marc et tirez-vous les mêmes conclusions de cette analyse? Bien, mais bonjour à tous. Je pense qu'on est dans la discussion sur la gestion des eaux souterraines, mais quand on parle de la loi de 1992, un des éléments était de dire gestion équilibrée des ressources en eau. Parce que chaque fois qu'on parle de l'eau, moi je dis les ressources, parce qu'il y a une différence forte. Donc on est en Gironde, dans un département qui a la chance d'avoir des nappes profondes de qualité, qui en étant correctement gérées, doivent pouvoir permettre de donner de l'eau potable à l'ensemble de nos concitoyens, même s'il y a une augmentation de la population extrêmement forte, puisqu'on a pratiquement 1,3% d'augmentation de population par an. Ceci étant dit, dans ce contexte, nous sommes, et je prends en compte, j'ai participé à une commission il y a quelques décennies qui faisait ce qu'on appelait des SDO, des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Et dans ce schéma qui a été établi entre 73, je dois être le dernier élu encore présent, et 75, il était indiqué qu'en 1984, la métropole ou la communauté était obligée de prendre de l'eau dans la Garonne. Depuis ça, donc, il y a eu un travail remarquable qui a été lancé en partie par le département en faisant travailler le BRGM pour avoir la meilleure connaissance possible de ces nappes profondes que l'on avait en Gironde. Dans ce cadre-là, nous nous sommes retrouvés avec la loi de 92 mettant en place des stages à l'échelle des comités de bassin et la possibilité d'avoir des sages pour répondre à des sujets spécifiques. Et donc, dans ce cadre-là, on a indiqué assez fréquemment au niveau médiatique que ça allait passer vite, qu'on ne faisait pas de sages qui prenaient du retard. Et donc, nous avons pu, j'avais été responsable un petit peu à ce moment-là, avancer sur un outil, un bon outil pour répondre à la problématique de bonne gestion de ces nappes profondes. Et de ce point de vue, par rapport à mon voisin, je dois dire que c'est un arrêté du préfet en 1998 qui a déterminé le périmètre de notre sage en Gironde. Donc c'est quelque chose qui existe. De la même manière, donc, chargé de l'élaboration, la révision et le suivi du schéma d'aménagement. Et le périmètre du sage, donc arrêté préfectoral, fixant le périmètre du sage, nappe profonde de la Gironde. Donc, c'est un outil dans lequel, si on fait fonctionner dans le bon sens, on arrive à s'en servir correctement. Et pour cela, évidemment, les points principaux sont d'abord de travailler à la meilleure connaissance de ces problématiques et du comportement de ces nappes. Et je félicite le BRGM qui a continué et qui continue toujours à avoir cette meilleure connaissance, qui a fait des progrès énormes dans ce cadre-là. Le deuxième élément, c'est le respect des partenaires, puisqu'il y a tous les partenaires dans les commissions locales de l'eau, si chacun veut bien prendre ses responsabilités. Il y a évidemment l'agence, il y a des représentants de l'État, il y a des représentants des collectivités, des représentants des consommateurs, et si chacun prend ses réflexions dans un respect de tous, avec un élément qu'on avait indiqué au départ et qui a été également indiqué par Bernard Braquet, c'est qu'à l'époque, on avait mis en place une redevance de solidarité sage qui était portée par l'Agence de l'eau, mais on n'a pas pu continuer parce qu'il faut avancer pour voir dans quelles conditions ça peut être donné, et en particulier à ceux qui existaient avant la mise en place du sage, qui était le SMEGREG,
et qui s'est transformé en établissement public, territorial, public de bassin, et qui peut normalement aller dans ce cadre-là. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons voté le SAGE en 2003 à l'unanimité. On a fait une révision en 2013. Et donc, il y a l'obligation de faire vivre, de suivre et puis d'appliquer ce que l'on a mis dans ce SAGE. Et à ce niveau-là, si on arrive à dire chacun prend ses responsabilités, on peut arriver à un résultat en s'appuyant sur des organismes existants avec la collaboration, en prenant en compte la réalité du millefeuille que l'on indique. Dans les élus du SAGE, il y a évidemment les élus de la métropole qui est la première donc, collectivité en Gironde, mais il y a des élus du département, des élus des maires, des représentants de la région, il y a des représentants de l'État à la fois sur ce qui est police de l'eau, ARS, DREAL, DDTM. Et donc à partir du moment où on a ce rôle et que l'on a un suivi, on doit pouvoir arriver à des résultats. Encore faut-il que chacun veuille bien prendre sa responsabilité. Donc on a fait un très bon travail de prise en compte avec un des éléments qui était le fait de dire dans les besoins de trouver 30 millions de mètres cubes d'eau, et on est la moitié sur des économies d'eau qui passent en particulier par un suivi de la performance des réseaux. Et de ce point de vue, on a pu imposer à tous de faire des diagnostics, de faire la sectorisation, etc., qui passe évidemment par pour l'ensemble de nos concitoyens une sensibilisation aux éléments d'économie, mais qui passe aussi par trouver des ressources alternatives. Et pour ces ressources alternatives, donc, il faut aussi qu'à partir du moment où on a fait un travail qui est amplement suffisant de concertation amont, on puisse avancer. À ce jour, c'est un des sujets avec la métropole et les représentants de l'État, parce que nous, en tant que responsables du suivi de notre schéma, on dit il faut avancer maintenant, sinon ça n'ira pas. Par contre, il y a des moyens. J'ai co-signé avec le préfet les autorisations de prélèvement. Donc si on utilise tout ça correctement, on doit pouvoir arriver à poursuivre donc l'utilisation optimale de ces nappes pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Étant entendu que quand je dis les ressources, c'est parce que souvent on confond un petit peu tout. Il est vrai qu'il y a des problèmes en France, il est vrai qu'il y a des problèmes dans la Grande Aquitaine, mais ce n'est pas forcément les mêmes problèmes partout. Nous avons eu l'année dernière en Gironde une période très sèche avec des incendies très importants, mais quand je regarde historiquement, j'étais particulièrement touché en 49, puisqu'il y avait des incendies encore plus importants avec 82 morts, mais en 49, ce qui est tombé en pluviométrie était la plus faible, il y avait moins de 500 mm, c'est-à-dire moins que ce qu'il y a eu là. Et par rapport à ça également, mais de fait, nous sommes dans des régions où il y a encore de l'irrigation, il y a des endroits où il y a des nappes qui peuvent être utilisées. On a mis des siècles dans le massif des Landes de Gascogne à voir qu'il fallait éviter que les maladies soient endémiques, le palu en particulier, donc faire du drainage. Et les sujets que l'on a qui sont complexes, mais sur lesquels je crois qu'on a suffisamment avancé, c'est de dire, eh bien, il faut évidemment utiliser même ces nappes de surface en les gérant au bon niveau. Donc je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais je crois que s'il y a une volonté, que si chacun prend sa responsabilité en se respectant, naturellement, les médias vont écouter les minorités qui trouvent que ce n'est pas bien. Bon, à l'époque, moi j'ai suivi, puisque la métropole, dans les années 1975, avait pris également pour ses ressources un projet qui s'appelait les 100 000 mètres cubes jour, qui tirait sur une des nappes qui est à peu près à l'équilibre maintenant, qu'on appelle l'Oligocène, et en tirant dans nos secteurs, dans mes secteurs d'élection, hein, j'étais élu dans tout ce secteur-là, évidemment, ça avait un petit peu d'impact. Donc, quand je disais attention, on n'a pas tout à fait les études qu'il faut
pour mesurer ces impacts. Depuis, aujourd'hui, on a 100 fois plus et on a fait un travail de grande qualité, à la fois avec le BRGM ou avec la connaissance de ce qui est important pour notre région, c'est-à-dire la culture du pain maritime, pour avancer. Il faut que l'on avance, mais pour notre département avec ces sujets-là, de la même manière que pour les autres sages qui sont plus sur des questions de qualité de rivière, il y a l'estuaire, le Ciron, la Leyre, etc. Je pense que le sage est un bon outil s'il est mis en place. On avait travaillé avec le sage lac Girondin pour déminer au maximum, avoir la meilleure connaissance du comportement de nos nappes. Donc le problème, c'est une question de volonté, de respect. Et là-dessus, un des points, c'est aussi que les représentants de l'État gardent la culture qui existait il y a quelques décennies, c'est-à-dire une culture d'action et de résultats, alors qu'aujourd'hui, c'est souvent, je m'excuse de dire comme ça, et pas pour tous, une culture de parapluie. Merci. Bon. Alors, je ne vais pas poser à nouveau des questions, mais je vais donner la parole, parce que je vois que le temps tourne, et peut-être que vous avez des questions dans la salle à poser. Est-ce que certains d'entre vous... Evelyne Lacombe, agence de l'eau à Montpellier. Juste pour une autre chose, on parle avant 2010, il n'y avait rien. Moi, je remercie les élus de la région Languedoc-Roussillon de s'être imprégnés de la problématique des eaux souterraines bien avant, puisque des syndicats ont été créés dans les années 1985, ce qui nous a permis maintenant d'avoir des sages, même eaux souterraines, sur ce secteur-là. C'est juste un témoignage, ça n'appelle pas de réponse particulière. Donc, s'il y a une question... Bonjour à tous, Maxime Guéquière, élu à la ville de Bordeaux, délégué à la gestion du cycle de l'eau dans cette belle ville de Bordeaux, et membre du SAGE et Nappes Profondes et du SMEGREG. Et j'ai une question plus à monsieur Marc, concernant votre macaron tout à l'heure dont vous parlez. Je me posais la question en fait sur le sujet de la reconnaissance juridique de ces nappes profondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans les sages, l'État défend ses intérêts, les associations de protection défendent leurs intérêts, les sylviculteurs défendent leurs intérêts, enfin tout le monde défend les intérêts et les élus représentent les citoyens. Je m'aperçois que la participation des élus dans ces instances-là est quand même assez faible. Et je me pose la question de comment intégrer des citoyens volontaires, un peu des gardiens de ces nappes profondes dans ces instances-là. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être des choses à avancer pour faire avancer la gouvernance et simplifier. Alors le millefeuille institutionnel, ça va être long à mon avis, mais voire peut-être impossible. Mais pour autant, le grand public devrait pouvoir mieux comprendre ce millefeuille. Et donc du coup, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette idée qui germe dans plein d'endroits dans le monde, la reconnaissance juridique en général des cours d'eau. Mais du coup, pour moi, les nappes profondes sont liées, ça a été démontré à plusieurs reprises. Donc, quel est votre sentiment sur ce sujet ? L'idée, c'était de changer la gouvernance des structures qui sont aujourd'hui labellisées EPTB. Je crois que ce dont parle M. Guéquière, c'est doter notamment les cours d'eau d'une personnalité juridique, ou alors imaginer de le faire peut-être pour les nappes. Donc, c'est cette question-là. Oui. En fait, il y a la question qui est posée à travers la personnalisation juridique des objets hydrauliques présente le mérite effectivement d'attirer l'attention pour la première fois ou de façon aussi aiguë en associant le grand public sur ces enjeux liés à la qualité des eaux, en disant que finalement c'est pas qu'une question de propriétaire, pas qu'une question de police, ça concerne le grand public et ça concerne la collectivité. On retrouve l'idée de finalement eau bien commun et finalement ça implique tout le monde.
on a des exemples en Inde, on a des exemples récemment en Espagne, on a des exemples en Nouvelle-Zélande. Il me semble que ça répond effectivement à un besoin qui est d'abord peut-être culturel, où effectivement on est peut-être dans une démarche où la rupture entre culture et nature n'est pas aussi franche que chez nous, où effectivement on est dans cette dimension où la nature est complètement intégrée, et donc on viendrait lui donner une personnalité juridique. Mais d'un point de vue pratique, cette personnalisation juridique passe par la mise en place quand même d'un comité d'hommes, finalement. S'il est atteint, si le fleuve est atteint dans son intégrité parce qu'il est pollué, ce n'est pas le fleuve qui va se pourvoir devant la juridiction. Il y a un comité constitué d'hommes qui est là pour porter et représenter finalement la figure et les intérêts du fleuve. Donc finalement, on peut passer par cette voie-là, mais la solution que je propose en ce qui me concerne, c'est de dire, ben, moi je suis quand même un peu plus conforme peut-être à notre orthodoxie juridique ou pratique ou héritage juridique, on arrive au même résultat. Je dis qu'il faut changer la gouvernance des EPTB parce que la configuration syndicat mixte ne laisse pas la place aux usagers et ne laisse pas la place aux services de l'État. Donc l'idée, c'est on laisse tomber le statut de syndicat mixte, on donne un statut d'établissement public environnemental à ces EPTB, donc on coupe le lien entre le CGCT et le Code de l'environnement. Et dans le conseil d'administration de ces établissements publics que j'appelle de mes voeux, on a une configuration identique au conseil d'administration de l'agence de l'eau ou même configuration que les clés, sauf que là, on a une vraie personnalité juridique et on associe effectivement les parties prenantes, les usagers et les services de l'État avec les élus qui gardent malgré tout la majorité, parce qu'on est dans un système démocratique, on leur donne la possibilité effectivement de prendre part aux délibérations. Donc il me semble que, en tout cas moi c'est ce schéma-là que je défends. J'ai bien en tête celui de la personnalisation juridique, mais je suis plus porté à dire on donne un nouveau statut d'établissement public environnemental aux EPTB et on crée une circonscription administrative. Il me semble que c'est plus conforme à notre tradition juridique. Voilà. Vous le savez, chers collègues, dans les sages, il y a 3 collèges, dont un collège des utilisateurs, donc des représentants des associations locales, ici CEPANSO, association de consommateurs, et théoriquement, le sage, on a un sage de la Leyre en Gironde, du Ciron, de l'Estuaire, je disais tout à l'heure les lacs médocains, c'est une instance qui peut être décisive par rapport aux orientations. Après, il est normal qu'il y ait des instances pour faire, mais on a quand même une base. Si on veut comparer avec les agences de l'eau, il y a une représentation à peu près équivalente dans le SAGE. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé en 92. Néanmoins, je crois que c'est un outil qui permet ça. Après, bon, le problème, c'est de savoir si les élus vont venir, si les représentants des consommateurs vont venir. Dans notre SAGE nappe profonde, le représentant de la CEPANSO est toujours présent. Donc, cet équilibre-là n'est pas forcément si mauvais, toujours présent, à côté évidemment des représentants, chambre de métier, chambre de commerce ou chambre d'agriculture. Il y avait une autre question dans la salle ? Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Marc. Vous parlez de démocratie, mais les élus qui siègent dans les EPTB sont pas de démocratie, enfin sont pas de démocratie directe, puisque ils n'ont pas été élus par des gens pour ce poste-là. Ils ont été désignés par une collectivité qui les a envoyés vers ce. Donc là, est-ce que vous voyez là une non, mais est-ce qu'il n'y a pas là un biais ? Je suis gêné parce que je ne suis pas élu et qu'il y a effectivement des gens mieux placés que moi pour y répondre. Effectivement, il y a cette question de la représentation du territoire. Aujourd'hui, les élus membres du comité syndical sont désignés, sont membres des comités, enfin des assemblées délibérantes des membres de la structure et sont désignés par la collectivité. J'entends ce problème-là, mais moi, le problème que je vois aujourd'hui à travers le PTB, ce n'est pas tellement le problème de la désignation par la collectivité membre. C'est que le PTB ne peut être membre, enfin ne peut porter que des compétences que ses propres collectivités lui auraient transférées ou déléguées.
Or, dans le domaine du grand cycle de l'eau, les collectivités membres n'ont pas de compétences en rapport avec les missions que porte le PTB. Donc moi, j'ai ce problème-là avant toute chose. Et derrière, on a le problème du financement. Quand vous voyez les financements qui sont dégagés pour le PTB pour mettre en œuvre ces objectifs-là, finalement, les rôles de directeur de ces structures-là, c'est généralement des rôles, alors qu'ils ont peut-être des profils techniques, mais des profils plutôt d'administratifs, de financiers, parce qu'on leur demande de construire des dossiers où ils ont besoin d'aller chercher les subventions. Donc on a un problème, si vous voulez, de collectivités qui composent ces structures, qui interviennent sans mandat de la loi, et qui finalement portent, je vous donne un exemple sur la Garonne, on parle de soutien des débits ou soutien d'étiage. Donc depuis 1993, on a une politique active de réalimentation des cours d'eau sur l'ensemble des cours d'eau d'Adour-Garonne. Je vous pose la question, quelle collectivité est compétente en matière de réalimentation des cours d'eau en France? Il n'y a pas les départements, il n'y a pas les régions et il n'y a pas les GEMAPiens. Donc ça veut dire que cette action-là, cette opération, elle est portée pour un autre opérateur. Et cet autre opérateur s'appelle l'État. Parce qu'on est dans un État jacobin. Tout ce qui n'est pas décentralisé est réputé être retenu par l'État. Donc aujourd'hui, on a un problème, une espèce de tension, une espèce de hiatus entre des actions portées par des regroupements de collectivités sur des missions, des opérations, pour des compétences qui ne sont pas aujourd'hui celles affectées à leurs membres ou aux membres qui constituent ces structures-là. Donc on a effectivement à ouvrir un chantier, parce qu'aujourd'hui on est arrivé en limite de système, et on l'a bien vu là avec la sécheresse 2022, il faut à un moment donné peut-être avoir une réflexion sur le renforcement des ressources disponibles pour réalimenter. Alors depuis des barrages ou peut-être des réalimentations à partir des nappes souterraines, on peut imaginer des stocks, ça fait partie des réflexions, et surtout des moyens financiers pour pouvoir réaliser ce type d'opération. Excusez-moi, je suis long. Comme Madame Tramontin. Madame Cassou-Scott voulait témoigner, et après il y aura une question dans la salle après. Donc allez-y Madame Cassou. C'était peut-être encore pour poursuivre le débat. Moi, quand on parle de démocratie, ça me fait toujours réagir. C'est un sujet sur lequel je suis très sensible. Et c'est vrai que ça renvoie à la question du citoyen, de la politique de l'eau et comment. Alors, on n'a pas des eaux souterraines, elles sont invisibles. Comment les rendre visibles? Mais comment rendre visible une politique de l'eau? C'est une vraie question. Nous sommes censés, en tant qu'élus, représenter quand même le peuple. Donc, on est quand même dans une démocratie représentative, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut effectivement éduquer, sensibiliser. Non seulement à la gestion de l'eau, mais aussi à la politique de l'eau, c'est-à-dire aux choix politiques que nous faisons. Quand on a fait, nous, à Bordeaux Métropole, un choix politique ambitieux et courageux de passer d'une gestion privée à une gestion publique, c'est un choix politique. On sera redevable dans 3 ans de la réussite ou non de cette affaire-là. Mais et ça se parle, ça devrait se parler. Moi, je souhaite qu'on profite de ce passage pour développer un comité des usagers. Et là, d'aller, si vous voulez, de déborder de ce qui existe aujourd'hui. Vous savez qu'il existe des CCSPL. Ce sont des instances, donc, nous en avons une, bien évidemment, à Bordeaux Métropole, comme dans tous les EPCI. Ça ne fonctionne pas bien parce que c'est toujours les mêmes. C'est comme les élus, d'ailleurs. C'est toujours les mêmes qu'on voit autour de la table. Donc, il faut effectivement dépasser ça. On est dans un déficit démocratique important en France. Donc, il faut qu'on arrive à retrouver ce lien, et je pense que ça, c'est un vrai challenge. Donc nous, effectivement, au niveau de la régie, on va essayer de créer ce comité d'usagers, c'est-à-dire réveiller, susciter des envies de dire son mot. Et je crois que le contexte aujourd'hui le facilite, parce qu'on parle de sécheresse, mais on parle de sécheresse, c'est pas une année, c'est 2 années, c'est 3 années, c'est le dérèglement climatique, on le voit. Donc là, aujourd'hui, ça se rend visible. Profitons-en pour effectivement travailler cette question. Alors, une autre question dans la salle. Puis oui, après, juste, Bernard Barra qui voudra intervenir. 30 secondes. D'accord. 30 secondes par rapport à ça. Donc, je redis. On a un sage qui Vous va savez réellement déterminer faire un 30 secondes, ce qu'il y a Monsieur le Président. à faire. J'en ai pour 30 secondes. Après, il y a des actions à faire en gérant de nouvelles ressources. Et pour ces actions, il faut des maîtres d'ouvrage. On a un premier projet par rapport à ces actions sur lequel le maître d'ouvrage est la métropole, et ils sont légitimes à l'être après à trouver le financement avec tous les partenaires. Il y a un autre projet où, de mon point de vue, ça devrait être
Donc le PTB qui devrait le prendre, qui sera tout à fait légitime s'il accepte à partir du moment où il y a un tour de table qui le permet. Mais comme c'est nécessaire d'être fait, c'est déterminé par le sage qui le suit. Les études sont faites et il faut avancer dans ce cadre-là. Mais la loi le permet. Encore faut-il que chacun veuille bien prendre sa responsabilité. Alors, oui, merci. François-Marie Pellerin. Donc, je fais partie effectivement, je fais partie de plusieurs commissions locales de l'eau. J'ai même fait partie longtemps du comité de bassin Loire-Bretagne dans le collège usager. Usager et pas utilisateur. Collège usager et même usager non économique. Voilà, j'ai une question à M. Marc et puis aussi en même temps un témoignage. La question, mais elle a été évoquée, c'est dans son macaron. Effectivement, je pense que la sous-dimension en dessous des bassins, des grands bassins versants des SDAGE, c'est les sages, hein, où ça existe déjà. Quoi. Je pense qu'il faut partir. Je pense que c'est votre idée, hein, c'est de partir de ça et éventuellement l'élargir. Bon, en Loire-Bretagne, on est assez gâtés sur ce sujet-là. Et puis l'aspect au souterrain, sage eau souterraine et sage de haute surface, c'est géré justement dans le SDAGE Loire-Bretagne. Il est indiqué dans une des dispositions qu'il faut dans ce cas-là s'approcher et s'apesantir sur l'aspect intersage. C'est aussi motivé par les petits sages côtiers vendéens, côtiers bretons qui participent au même exutoire et de la problématique algue verte. Le témoignage que je voudrais porter, donc il y en a qui le connaissent ici, c'est par rapport à cette gouvernance et par rapport à cette solution de gouvernance et aux EPTB, le fait de mettre les élus au cœur du sujet, j'ai bien compris, mais pas seulement. Et pas seulement. Et je voudrais apporter ici le témoignage de quelque chose d'un espèce d'ovni juridique. Je participe sur le bassin versant du Marais Poitevin, où on a un établissement public, Marais Poitevin, qui a grosso modo, je simplifie les choses, les attributions, pour simplifier, des EPTB, auxquels on a rajouté une fonction fondamentale qui est la fonction de la gestion collective de l'irrigation. Il est aussi OGC. Et il a surtout la particularité qui nous intéresse fortement, qui est d'avoir une structure de gouvernance collégiale. C'est-à-dire on a une structure, on a un collège élu, et c'est normal, d'ailleurs qu'il faudra revisiter par rapport à la loi GEMAPI. Il y a un collège État fort, enfin, le collège, pas l'État, malheureusement. Donc un collège État qui est présent et qui doit continuer à être présent parce qu'on a des problèmes interterritoriaux entre les deux régions. Et puis il y a un collège usager aussi, avec la séparation usager économique, usager non économique. Je pense que c'est un modèle qui mérite sans doute d'évoluer, mais qui mérite surtout d'être regardé de près et peut-être d'être généralisé, en particulier, je pense, à l'irrigation, à la gestion de l'irrigation. C'est-à-dire que toute la gestion de l'eau, quelle qu'elle soit, est supervisée par un système collectif avec l'ensemble de la société civile. Je crois que ce témoignage n'appelle pas de réponse particulière. Ah oui, mais il y a des questions, voilà, c'est ça. Bonjour. J'avais encore une question sur cette histoire de macaron. Donc ici, Abdel Shrif du syndicat des nappes de la plaine de Roussillon. Souvent, il y a effectivement une structure porteuse qui porte le sage. Donc, c'est souvent un EPTB, en tout cas, c'est un syndicat mixte. Et donc, il a des moyens financiers dans cette espèce de comité de bassin local, comme je le comprends, qui a besoin de faire des études, qui a besoin d'apporter de la matière à la clé pour qu'elle prenne des décisions, qui a besoin de faire des actions. D'où vient le financement ? Le financement. Dans le cas particulier de la Gironde et de ce sage, il y avait en amont le SMEGREG qui était cofinancé par le département et la métropole, qui a été ouvert à d'autres collectivités. Oui, qui a été cofinancé par le département et la métropole. Donc le SMEGREG a été ouvert à d'autres collectivités et donc c'est également financé par l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc de fait, les études, il y a eu des progrès énormes et elles continuent, en particulier avec le BRGM, mais ça se passe correctement. Les seules discussions qu'il pouvait y avoir, c'était le choix. Par exemple, en maîtrise d'ouvrage, est-ce que ça serait le SMEGREG ou EPTB à le faire ou directement
le département, dont ce n'est pas la compétence aujourd'hui à 100%, puisqu'il n'a plus la compétence générale. Par contre, il peut subventionner. Donc, à partir du moment où c'est d'intérêt général, on arrive à trouver un financement équilibré. Donc, il faut évidemment discuter régulièrement. C'est ce que fait Bruno de Rissac avec l'Agence de l'eau pour qu'il y ait un financement pour le fonctionnement, les besoins d'études de ces sages. Pour répondre sur la question du financement, c'est le bon vouloir de nos membres. C'est le bon vouloir. Pardon ? Dans le cas qu'a présenté M. Philippe Marc, avec la création d'une nouvelle structure de gestion, d'où viendrait le financement ? Ah. Enfin, Mais en fait, comment vous dire, on va peut-être pas rentrer dans ce débat-là parce que non, mais c'est une proposition, c'est une analyse. Moi, je suis d'accord pour continuer à discuter, mais il est un peu tard. Je crois que, mais je suis ouvert parce que j'adore moi les Pyrénées orientales pour pouvoir venir discuter. Mais encore une fois, c'est une proposition d'une personne privée qui participe à un débat public. Je mets ça sur la table. Mais aujourd'hui, vous avez le même problème. Vous me posez la question, mais moi je vous pose la question. Qui finance les études portées par la clé ? Philippe. Enfin, on n'a rien réglé du tout aujourd'hui avec le modèle actuel, quoi. Alors, pour donner une double réponse, nos financements, ce sont nos membres, et ils sont membres de manière volontaire. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, il y en a qui sont partis parce qu'ils ne voulaient plus payer. Donc déjà, il y a d'où vient le financement, ce sont des organismes volontaires, et s'ils ne voulaient plus, l'établissement pourrait disparaître, très bien. Alors je vais dévoiler un rapport de la Cour des comptes qui sortira la semaine prochaine, qui sera public la semaine prochaine, puisque notre établissement a été contrôlé. Et la Chambre régionale des comptes pose une question, de savoir, d'abord, pourquoi tous les services d'eau potable ne sont pas membres, donc pourquoi tous ne contribuent pas au financement de la politique de gestion de la ressource en eau qui les alimente. Donc ça, c'est une première question. On aurait un périmètre environnemental qui l'imposerait d'être membre, peut-être que ça les obligerait. Et puis, il pose une autre question. À quel titre le département est dans votre établissement et finance cette politique ? Donc, ce contrôle de la Chambre régionale des comptes, il s'inscrit dans le cadre d'une étude nationale de la Cour des comptes. Donc, attendez-vous, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à voir remis en cause une organisation qui fonctionne, parce qu'elle fonctionne, mais elle va être critiquée sur la question de la légitimité de certains. Ce n'est pas parce qu'il y a des critiques au niveau de la Cour des comptes qu'on est obligé de suivre. Moi, j'ai 50 ans d'ancienneté à différents niveaux. Après, il y a toujours une possibilité pour le département de le présenter différemment. Mais c'est ce qu'on va faire, Moi, avant, parce qu'on va être obligé de clore les débats, je voudrais poser une question à Mme Tramontin, puis après donner la parole à Bernard Baraquet. Tout à l'heure, Bernard Baraquet considérait que si on considérait justement une nappe comme une infrastructure naturelle, ça pourrait permettre de mobiliser des outils législatifs particuliers, redevances pour services rendus, et donc financer la politique de l'eau. Est-ce que cette notion d'envisager votre nappe comme une infrastructure naturelle et donc de trouver par là un moyen de financer votre politique vous intéresse, vous séduit? Est-ce que vous seriez prête à la mettre en œuvre? Est-ce que vous seriez prête à l'expérimenter d'ailleurs? Complètement, à le porter, à l'expérimenter, à vous accompagner. Clairement, nous, avec l'enjeu qu'on a, arriver à poser notre réservoir naturel et à avoir un lien réglementaire entre l'eau qui, comme je dis trivialement, l'eau qui entre, amenée par les canaux, et l'eau qui sort du multi-usage, effectivement, que moi je suis preneuse, d'autant que ça nous permettrait, nous, le CIMCRO, d'engager une procédure de labellisation EPTB et de pouvoir après travailler avec les canaux pour pouvoir les aider à assumer la modernisation et la réhabilitation des canaux. Et du coup, on aurait aussi la possibilité sur ce territoire d'apaiser des relations entre les élus et les structures ASA qui transportent l'eau sur le territoire. Oui. Donc pour nous, c'est tout bénéfice, bien sûr.
je vais faire un commentaire plus général maintenant à propos de ça. C'est que, en fait, les Français, on a nos qualités et nos défauts. Mais dans nos défauts, c'est qu'on veut toujours faire que tout le monde fasse tout comme pareil. Le problème du millefeuille administratif, en gros, on est dépendant de ce qui existait avant. Et je veux dire, encore une fois, ce n'est ni les agences de l'eau, ni les EPTB qui sont responsables des tentatives complexes qu'on a menées sous la présidence de François Hollande pour supprimer les départements. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est des expérimentations pour voir qu'est-ce qui marche, où ça marche. Si vous partez en Allemagne, principe de subsidiarité, on fait rentrer dans l'institution tous ceux qui ont absolument intérêt sans laisser personne dehors. Et quel que soit le niveau territorial, forcément, il y aura une gouvernance multiniveau, comme on dit en sciences politiques. Forcément. Mais simplement, ça se gère. Et ce ne sera pas forcément la même chose partout. Je vois, par exemple, dans la Somme, le PTB Ameva n'a pas la maîtrise d'ouvrage parce qu'il y a une agence départementale qui s'occupe des cours d'eau, mais l'Ameva, non seulement a dans son conseil d'administration les EPCI à fiscalité propre, mais aussi un certain nombre d'ASA, puisque ces ASA ayant des perceptions de redevances auprès de leurs membres par le Trésor public sont considérés comme des établissements publics, donc peuvent participer à la gouvernance de l'EPTB. Vous voyez, c'est un truc très particulier et ça marche assez bien. Hein, bon. Et moi, je pense qu'il faut qu'on passe par une phase d'expérimentation, mais encore une fois, dans l'idée qu'on augmente les possibilités d'action des EPTB sans les prendre aux agences de l'eau. Aujourd'hui, notre problème à tous, et je crois que ce mot n'a pas encore été prononcé, c'est le problème du plafond mordant. C'est-à-dire que le jour où Adour-Garonne dit à M. de Grissac « Je suis désolé, je ne peux plus vous prendre une surredevance sur les gens qui pompent dans la nappe, parce que si c'est ça, c'est au détriment de mes possibilités d'intervention ailleurs, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. » Donc on est toujours à l'envers du principe de subsidiarité, et on a un État jacobin qui veut pas, qui nous bloque dans ce que pourrait vouloir faire. Voilà. Autrement dit, comme je dis toujours à la fin, à bon entendeur, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Je vous propose qu'on aille critiquer le plafond mordant autour d'un verre.